Les Français étaient le grand gagnant des élections législatives. Une bonne surprise n'est jamais impossible. C'est un sujet qui devrait mettre tout le monde d'accord et pourtant, sur le pouvoir d'achat aussi, c'est une guerre de tranchées qui s'annonce. Le projet de loi du gouvernement devrait être présenté en Conseil des ministres début juillet avant d'être discuté à l'Assemblée. Oui, mais voilà, Rassemblement national, NUPES, bref, les oppositions en veulent beaucoup plus et s'ils étaient entendus et si le pouvoir d'achat des Français était le grand gagnant de la bataille politique qui s'annonce, on en parle ce soir avec Gabriel Siriwari qui nous rejoint dans un instant et qui est porte-parole du Parti socialiste, Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, secrétaire général du MoDem et vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Rodolphe Bonas, président du groupe CACOM, expert de la grande distribution et de la consommation. Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFM TV. Et Laure Closier, journaliste économique de notre chaîne. Mais d'abord, la prise de parole d'Elisabeth Borne. La Première ministre a confirmé la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie. Et surtout, elle a utilisé un mot quasiment tabou en Macronie, un mot bien particulier, celui de sobriété. Les Français vont devoir faire des efforts sur leur consommation d'énergie et Agnès Pannier-Runacher a donné des détails. L'objectif, c'est une feuille de route qui nous permette de réduire de 10% la consommation d'énergie, je dirais, par rapport à notre référentiel habituel. Ces moins 10% sont évidemment inscrits sur 2 ans. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais c'est la première marche par rapport au scénario que nous propose notamment RTE, qui repose sur une réduction de 40% d'efforts de consommation d'énergie à horizon 2050. Théoriquement, la première marche est la plus facile et c'est pour ça que nous voulons l'accélérer et créer un choc où chacun est responsable. L'État le premier, l'État doit être exemplaire sur ces sujets-là. Ben voilà, les choses sont claires. Laure Closier, on va devoir baisser la température de la chaudière. Oui. Clairement, ce qu'est en train de faire la Première ministre et la ministre de la Transition écologique, c'est de nous préparer à ce qui va se passer cet hiver. Elle annonce qu'il va y avoir un plan auprès des entreprises, qu'on va leur expliquer comment on va faire pour baisser la température, pour se préparer à des coupures. Oui, là, on a clairement changé de vocabulaire. Ce qui veut dire que c'est sérieux et qu'on craint tout simplement d'avoir une incapacité à pouvoir fournir tout le monde. Hein. C'est aussi clair comme ça. On craint un blackout, on craint l'incapacité de pouvoir se chauffer, de faire marcher l'ensemble de notre système énergétique. Et on doit se préparer psychologiquement à ce que le gaz n'est plus une ressource aussi facile qu'avant. Le gaz est rare. En Allemagne, on est passé depuis ce matin au plan d'urgence. Jean-Noël Barrot, changement de dogme, hein. Il y a urgence. Le mot sobriété mérite d'être utilisé. Non, il était quasiment banni chez le chef de l'État jusqu'ici. Ah si, il en a parlé pendant la campagne pour les élections présidentielles. On a vérifié aujourd'hui une fois, très tôt et au mois de février. La sobriété, ça consiste tout simplement à faire les petits efforts, et ça a été très bien dit par Agnès Pannier-Runacher, qui ne sont pas trop coûteux, qui ne sont pas trop douloureux, pour tout simplement engager cette transition écologique avec des objectifs très ambitieux à l'horizon 2050, celui de la neutralité carbone, mais en attendant des petits gestes au quotidien. Et ça ne va pas se faire dans l'obligation, dans l'interdiction, ça va se faire dans la concertation, puisque l'objectif, c'est d'établir des feuilles de route, secteur par secteur, que Agnès Pannier va engager pour voir ce qui peut être fait sans engager trop d'efforts, sans que ce soit trop douloureux pour les Français pour atteindre ces objectifs. Vous pouvez nous donner un exemple de quelque chose qui serait imaginable, qu'on rende des choses concrètes? Oui, des choses très concrètes. Oui. Ce qu'on a déjà commencé à faire, la rénovation énergétique des bâtiments publics ou des bâtiments des collectivités. Moi, j'entends parler de ça depuis que je suis journaliste. Mais c'est pas ça. Bizarre. Ah bah ça s'est passé de manière massive depuis le plan de relance, où beaucoup de bâtiments publics, de bâtiments des collectivités ont été rénovés. Et donc au sein de l'État, il y a sans doute beaucoup de pratiques qui peuvent évoluer, des petits gestes du quotidien pour faire baisser la consommation. Sincèrement, je pense qu'on gagnerait à être un petit peu honnête avec les Français et les entreprises. C'est-à-dire que ce qui va se présenter là, c'est qu'on va dire aux entreprises, voilà, d'ici 3-4 jours, il va faire moins 5 degrés par rapport à d'habitude et vous allez devoir couper le courant et vous organiser pour fermer l'usine. Mais pas du tout. Mais il y a plein de marges sur lesquelles les entreprises qui sont très impliquées, contrairement à ce que vous avez l'air de dire, sur la question de la réduction de leur facture énergétique, de les accompagner dans cette direction-là. Et beaucoup de petites entreprises. Par le conseil, par la concertation, par la discussion. Il y a des entreprises qui sont en avance, il y en a d'autres qui sont en retard. Pardon ? Quand il n'y a plus de gaz, il n'y a plus. Enfin, s'il n'y en a plus et qu'il y a un pic de consommation, vous allez être obligé de couper. Mais l'objectif qui est celui du gouvernement n'est pas juste de faire face à la baisse des volumes de gaz, alors même que tout est mis en œuvre au niveau européen pour que l'Europe puisse acheter du gaz en commun, mais c'est d'atteindre à l'horizon 2030 d'abord, puis 2050, les objectifs que nous sommes fixés. Nous, on voudrait déjà passer l'hiver. Alors, Rodolphe Bonas, excusez-moi, on est en train de parler de rationnement.
Oui, rationnement, en fait, on a un problème aux deux extrémités. C'est-à-dire qu'on a un gros souci, en effet, dans la fourniture de l'énergie au sens large, puisqu'on va avoir des pénuries et c'est en train de se préparer. Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, en effet, qui quand même nous annonce comme ça, brutalement, qu'on va augmenter les cadences des centrales à charbon. Ça fait un peu bizarre, vous voyez, dans le spectacle. Et puis, on a un autre souci à l'autre bout de la chaîne dont on parle et que les Français vivent, mais que les entreprises aussi vivent énormément, c'est l'augmentation de cette facture énergétique. C'est-à-dire que quand c'est rare, ça augmente très très fort. Donc du coup, on est dans un choc et une confrontation qui va imposer l'ensemble des acteurs économiques à se réorganiser. Ça me fait penser, vous vous souvenez, un peu aux chasses au gaspillage. Je ne sais pas, pour les plus anciens d'entre nous, on va peut-être revenir dans cette logique-là, mais d'une manière un peu plus directive que des recommandations un peu aménagées qu'on avait il y a déjà 20 ou 30 ans. Là, on est rentré dans le dur, c'est-à-dire qu'on pose des questions quand même qui concernent et les entreprises françaises et les foyers français. Agnès Pannier-Runacher vient de dire qu'on pouvait se passer sur BFM Business, qu'on pouvait se passer du gaz russe. Alors d'abord, c'est un wishful thinking ou deux questions. C'est de la pensée magique ou c'est une réalité? D'abord, le gaspillage, ça doit être 1978. Oui, c'est ça. Campagne de pub à la télé, on n'a pas de pétrole, mais on Giscard, a des idées, voilà. etc. Voilà, sous Giscard. On va revenir à la même chose. Et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Laure. On va être sans doute un tout petit peu plus directif qu'il y a 40 ou 45 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un problème de fourniture. D'abord, dès lors que les Russes vont nous livrer moins, voire plus de gaz du tout, il va y avoir un problème d'approvisionnement. Il va falloir qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement. C'est pas par hasard qu'on entretient d'aussi bonnes relations, par exemple, avec le Qatar. C'est parce que ça peut être... Le Qatar, on les aime, le Qatar. On les adore, oui, mais vous savez, rien n'est fait par hasard. C'est notamment une des raisons pour diversifier les approvisionnements. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'augmenter la quantité de gaz stocké, justement pour éviter des coupures, etc. Mais on sait déjà que ça ne suffira pas. Donc évidemment, pour des raisons très électorales, cette fois-ci, on ne va certainement pas obliger les foyers, les ménages, parce que c'était votre question, à baisser, mais on va faire des campagnes de pub, on va leur dire, au lieu d'avoir 20 degrés chez vous, baissez la température à 18, utilisez moins de sources d'énergie, et aux entreprises, je pense qu'on va être un tout petit peu plus directif. Pardonnez-moi, on va devoir surtout demander à nos centrales nucléaires de travailler encore plus. Est-ce qu'elles sont en état de le faire? Il y a un nombre de réacteurs conséquents qui sont à l'arrêt, c'est un problème. Et donc, oui, on va avoir un souci, clairement. Mais pardon, nous avons décidé collectivement, quand je dis collectivement, c'est nous, Européens, de ne pas faire la guerre. Il faut se souvenir ce que ça a comme conséquence. On oublie cela. Mais puisqu'on ne fait pas la guerre, on prend des sanctions économiques contre un pays. Ces sanctions vont avoir des conséquences sur nous, mais il faut avoir le courage de les assumer. On ne fait pas la guerre, donc oui, ça va avoir des conséquences sur notre vie quotidienne. Quand je dis vie quotidienne, c'est pas seulement pour nous, individus. Oui. Pour nos entreprises, pour notre façon de vivre, notre façon de travailler. Il ne faut pas non plus inquiéter inutilement les gens. Mais ça veut dire qu'il va sans doute falloir changer de façon de vivre. Parlons de l'inflation, parce qu'elle est visiblement galopante. Les records tombent les uns après les autres. Laure, tous les indicateurs sont dans le rouge. Oui, parce qu'avant, on parlait essentiellement de l'inflation alimentaire. Là, désormais, c'est plus uniquement le poulet, la pêche, les fruits et légumes. C'est le bricolage. L'inflation arrive par le coût de l'énergie. Donc, elle est diffuse et elle est effectivement partout. Avant, vous savez, on parlait du ressenti de pouvoir d'achat. Le gouvernement disait, c'est faux, le pouvoir d'achat a augmenté. Les Français disaient, mais moi, je le ressens pas. Oui. Et maintenant, on le voit dans les chiffres. Ça se matérialise. Donc, il y a une baisse de pouvoir d'achat des Français. Les fournitures scolaires, je voyais pour la rentrée notamment. Ça vous inquiète, cette situation? L'inflation, ça crée évidemment des inquiétudes, mais il faut rappeler qu'aucun autre pays n'a fait autant que la France pour protéger ses ressortissants de l'inflation depuis un an, qui est la défense du pouvoir d'achat, qui a été une priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais singulièrement depuis octobre dernier, avec le chèque énergie, l'indemnité inflation, la ristourne sur le carburant, les frais kilométriques et les mesures d'accompagnement aux entreprises. Vous avez parfaitement raison. Et la priorité, dès les premiers jours de juillet, d'un texte qui viendra apporter des solutions nouvelles. Le bouclier tarifaire a été quelque chose d'absolument essentiel, mais j'ai envie de vous dire, on ne se souvient jamais de ce genre de geste, mais uniquement du dernier plein qu'on a fait à la pompe à essence. On vient d'annoncer qu'on le prolongeait. Elisabeth Borne, j'entends bien, oui. Par définition, une dépense que vous ne faites pas, vous ne la voyez pas. Elle est indolore et vous ne le voyez pas. Non, quand on vous fait une ristourne fiscale, au moins l'administration fiscale vous dit en bas de votre avis d'imposition, on vous a évité tant d'impôts. Mais ça, pour le gaz, pour le coup, on ne le voit pas.
Certes, mais rien ne nous empêche de regarder ce qui se passe chez nos voisins européens et de voir que l'inflation explose et que le pouvoir d'achat est laminé. Non, mais pardon de parler de moi, mais je suis allé faire mon plein hier. Alors, c'est Paris, bien sûr. 2,23 € le samplon 95, en sachant qu'il y a déjà une ristourne de 18 centimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans la ristourne, le litre d'essence serait à 2,41 €. Comme vous, la dernière fois que j'ai fait mon plein, je me suis dit, tiens, il n'y a plus les 18 centimes de baisse. Et bien, si, ils y étaient. Oui, on est bien ça veut dire d'accord. qu'on ne pourra jamais les enlever. Alors, c'est fini, on ne pourra plus jamais les enlever, d'après vous. Vous voyez, politiquement, dire on va enlever les 18 centimes, vous allez payer désormais votre plein 2,40 €. Mais le prix peut tout à fait baisser. Il baisse. Le prix peut tout à fait baisser, bien sûr. Vous êtes très optimiste. Il a augmenté, baissé de manière très fréquente dans les 10-20 dernières années. Pour des raisons d'offres et de demande, mais là, on n'est pas dans une... Là, on est dans un choc d'offres, mais qui va s'ajuster comme toujours. Bon. Juste quand même pour éclairer un peu aussi, une des grandes difficultés finalement de ce choc inflationniste, qui finalement l'inflation fabrique bien sûr une tension sur le pouvoir d'achat, c'est la grande hétérogénéité. C'est-à-dire la grande difficulté, c'est que finalement on a des Français pour lesquels ce choc est beaucoup plus brutal que d'autres. Et une des difficultés, je pense, à laquelle est confronté le gouvernement, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à cibler finalement les aides pour faire en sorte que ceux qui en ont le plus besoin puissent s'en sortir. Je vous rappelle juste quand même qu'on sort d'une période Covid où les Français, du moins l'épargne des Français a augmenté de près de 150 milliards. Mais cette épargne-là, il a touché certains Français parce que pour une partie des Français, ils ont déjà consommé cette épargne, il est parti, pif, il n'y en a plus. Donc il y a vraiment un dispositif, c'est complexe d'arriver à se dire il va falloir cibler les aides parce que sinon, ça sera très compliqué. Avant que l'Assemblée se réunisse, à l'heure où on se parle, là, le gouvernement a déjà dépensé 26 milliards d'euros pour des raisons de pouvoir d'achat. Le projet de loi qui est en préparation, qui sera présenté le 6 juillet prochain au Conseil des ministres et, on l'espère, voté dans la foulée, on parle de 9 à 10 milliards d'euros de nouvelles mesures. Mais un député de la majorité me disait, on n'a pas de majorité. Donc, il va falloir trouver des majorités quoi qu'il en coûte. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour faire plaisir à tout le monde et pour que cette loi soit votée, il va falloir peut-être que les dépenses publiques soient plus importantes encore que celles auxquelles on avait pensé. Alors, ça promet. Oui, pour bien poser le débat, Magali Chalet, on va également rappeler ce que contient, a priori, pour l'instant, cette loi pouvoir d'achat. Bien, plusieurs mesures, commencer par une aide alimentaire pour les plus modestes pour faire face à l'inflation. Il y aura également la prolongation de la remise carburant de 18 centimes, vous en avez parlé, qui sera ensuite suivie d'un dispositif plus ciblé sur les gros rouleurs. Il y a également l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires cet été, également l'indexation des retraites sur l'inflation début août et la revalorisation des minima sociaux. Et enfin, autre mesure, le triplement de la prime Macron et la suppression de la redevance audiovisuelle. Que réclame l'opposition ? Eh bien, si on commence par la NUPES, elle propose de porter le SMIC à 1 500 € net, d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 10% et de revaloriser les retraites et les salaires. La NUPES propose aussi le blocage des produits de première nécessité et des produits énergétiques et enfin l'encadrement des loyers. Ensuite, parlons maintenant du Rassemblement national. Donc là, le parti propose la baisse de la TVA à 5,5% sur le gaz, le fioul, l'électricité et les carburants, ainsi que la suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité. Ensuite, elle propose aussi la réindexation des retraites sur l'inflation et la revalorisation des petites pensions. Et enfin, l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Et enfin, pour conclure, on va parler des Républicains et de ce qu'ils proposent pour le pouvoir d'achat. Donc eux, ils veulent 0 augmentation de prélèvements sur les ménages et les entreprises. Ils veulent aussi augmenter de 5% le salaire net de 90% des ménages. Et puis, ils proposent aussi la mise en place d'un ticket carburant sur le modèle du ticket restaurant, le rétablissement des allocations familiales pour tous et enfin le relèvement du quotient familial à 3 000 €. Merci Magali Chalet. Vous vouliez intervenir pendant le... Oui, parce qu'en fait, il ne va pas y avoir mais 2 projets de loi. Il y a un projet de loi d'accompagnement sur le pouvoir d'achat, puis un projet de loi rectificatif de finances. Mais il y a certaines des mesures qu'on vient de voir là à l'écran qui ne sont pas dans le projet de loi, mais qui vont être prises par décret. Par exemple, le dégel du point d'indice de la fonction publique, c'est par décret. Et d'ailleurs, à l'heure où on se parle, on ne sait absolument pas quelle sera l'ampleur de ce coup de pouce pour les fonctionnaires. En l'occurrence, certaines organisations syndicales ont demandé plus 3%.
3 points, la CGT a dit plus 10, la CFDT a dit plus 20. Quelle va être la décision du gouvernement? On ne le sait pas. Gabriel Siri-Ouari, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Une mesure phare, une urgence absolue selon vous, le blocage des prix de produits de première nécessité? Je dirais la hausse du SMIC, la hausse des salaires, parce que là, on voit bien qu'avec une inflation qui va s'élever à plus de 5% sur un an, le sujet, c'est comment les petits revenus, les petits budgets vont pouvoir tout simplement se chauffer l'hiver, habiller leurs enfants, et puis, oui, se nourrir correctement. Et on parle assez peu des salaires, des revenus, du fait que le travail aujourd'hui ne paie pas suffisamment, et dans un contexte d'inflation forte, alors que nos voisins, je rappelle quand même que l'Espagne, l'Allemagne ont augmenté le salaire minimum, c'est quelque chose que le gouvernement s'est toujours refusé à faire. Or aujourd'hui, je crois que vraiment il y a plus le choix, il faut se rendre à l'évidence et je les appelle fortement à entendre cette proposition, en particulier avec la situation compliquée à l'Assemblée aujourd'hui. Un SMIC à quelle hauteur? 1 500 € comme le demande la NUPES? 1 500 € minimum, oui, effectivement. Minimum. Pour mettre en parallèle ce qui se passe du côté du patrimoine financier, aujourd'hui, en 2021 et puis 2022, ce sera des années records sur le versement des dividendes. Donc là, en fait, on est dans une forme de ruissellement à l'envers. On a des entreprises qui distribuent des dividendes pléthoriques, en particulier grâce aux aides publiques qui leur ont été versées pendant la Covid, et en parallèle, une inflation qui étrangle les budgets des familles. Donc là, c'est une situation absolument intenable, politiquement intenable, économiquement et socialement intenable. Alors, pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire, puisque vous êtes allé directement et très clairement au SMIC à 1 500 € dans cette interview et dans cette prise de parole, s'il ne fait pas partie du projet, est-ce que ça veut dire que vous ne votez pas le projet de loi ? Oh ben là, je ne peux pas du tout m'engager là-dessus. Là, c'est une discussion qui aura lieu avec les groupes parlementaires qui composent la NUPES. Je dis simplement que j'ai bien écouté l'interview, l'allocution du chef de l'État hier, qui semblait mettre devant leurs responsabilités les oppositions. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir quand même mettre de l'eau dans son vin, parce que si la situation elle est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est bien parce que les Français ont décidé de ne pas donner de majorité claire à ce président, et donc il faudra forcément faire un pas vers les oppositions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la parole dans cette émission, Gabriel Siri-Ouari. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti socialiste. On chiffre en poids économique un SMIC à 1 500 €? Il faudrait chiffrer l'impact, parce que tous les chefs d'entreprise vont vous répondre: si vous augmentez le SMIC, moi je n'en bouge plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui protège les Français en matière de pouvoir d'achat, et ce qui fait que ça pourrait aller plus mal, c'est l'emploi. C'est parce qu'on a aujourd'hui 7% de chômage et que c'est très faible. Et c'est ça qui permet... Ceux qui ont aujourd'hui un emploi sont protégés du plus gros problème de pouvoir d'achat. Rodolphe Bonas. Alors le point, c'est que l'augmentation... Vous êtes chef d'entreprise vous-même? Oui. Bah alors. Petite PME. Mais vous allez nous faire pleurer. Non, pas du tout. Une des difficultés, si vous voulez, c'est que le SMIC est un élément de référence. C'est-à-dire, lorsque vous augmentez le SMIC, vous n'augmentez pas exclusivement les Français qui sont payés au SMIC. En fait, vous augmentez toute une série de conventions. Donc, il y a un impact. Et c'est vrai que tout d'un coup, vous avez un élément qui va faire augmenter finalement les charges d'entreprise. Et on voit qu'on est face à un double problème. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette difficulté d'essayer, je pense, de la part du gouvernement, d'essayer de maintenir un peu un impact sur les salaires pour une raison très très simple. Je vous le rappelle, c'est qu'aujourd'hui, on qualifie cette inflation de conjoncturelle, mais il ne faudrait pas qu'elle bascule dans une logique structurelle, c'est-à-dire qu'on bascule dans l'hyperinflation. Je rappelle qu'en Turquie, aujourd'hui, vous avez 3% d'inflation, mais par jour. Donc pourquoi ? Parce que ça y est, ils ont basculé dans une logique d'hyperinflation où les salaires anticipent une inflation à venir. Et donc, à ce moment-là, vous rentrez dans une spirale. Et attendez, vous êtes en train de nous dire qu'augmenter les salaires conduit à l'inflation ? Oui. Si jamais on commence à rentrer dans une spirale où on anticipe, c'est-à-dire que si les agents économiques anticipent une inflation, ils augmentent les salaires. La course à l'échalote, quoi. Exactement. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et de l'autre côté, la deuxième, juste pour terminer, c'est qu'il faut rappeler que 70% de la croissance française est fondée sur notre propre consommation. Donc, quand on a une baisse du pouvoir d'achat, eh bien, on a une tension sur la consommation.
Donc là, on est vraiment pris entre deux feux, si vous voulez. D'un côté, essayer de maintenir pour éviter de tomber dans l'hyperinflation, et de l'autre côté, dire il faut en donner un peu plus, parce que sinon, c'est l'économie qui va se gripper. Jean-Noël Barrot, vous pensez que le gouvernement doit ou devra, quoi qu'il arrive, faire un effort pour le pouvoir d'achat? Bon, on pourra discuter de tout. Hein. C'est le rôle du Parlement que de discuter les textes de loi. Moi, je suis personnellement très réservé sur cette mesure des 1500, du SMIC à 1500 euros. D'abord parce que ça enclenche une dynamique inflationniste. D'autre part parce que dans les épisodes précédents, lorsque les salaires minimums ont été relevés assez brutalement, ça détruit des emplois et des emplois faiblement qualifiés. On peut le chiffrer si on utilise la même réaction que ce qu'on a vu par le passé à 500 000 emplois qui seraient détruits, c'est-à-dire l'équivalent de la moitié des créations d'emplois du quinquennat qui vient de s'achever. Et puis enfin, parce qu'il y a d'autres outils pour améliorer la rémunération. C'est ce que nous avons fait au moment des Gilets jaunes. Ça s'appelle la prime d'activité et c'est la gauche, c'est le Parti socialiste qui l'a inventé. Le Parti socialiste a inventé la baisse des charges avec le CICE et la prime d'activité pour allier à la fois le pouvoir d'achat et les créations d'emplois. Je trouve que d'entendre du PS une proposition un peu ferme d'un SMIC à 1500 euros, c'est un peu la liquidation d'un héritage de la gauche. Laurent Neumann ? Oui, vous avez quand même deux soucis à régler. D'abord, c'est vrai que si on augmente les salaires, vous allez accélérer la hausse de l'inflation. C'est mécanique, c'est un phénomène que tous les économistes connaissent. Mais si vous n'augmentez pas les salaires, vous risquez d'avoir un problème social qui risque de coûter encore plus cher à l'économie française parce que nos salaires sont trop bas. Et deux, vous avez un problème de main-d'œuvre dans des tas de professions. C'est vrai dans des professions privées, mais c'est vrai aussi dans l'attractivité de professions des services publics. Les profs, l'hôpital, les services à la personne, les EHPAD, la question du salaire est devenue absolument fondamentale. Les gens ne veulent plus aller vers ces professions-là parce que non seulement ce sont des professions dures, mais incroyablement mal payées. Je rappelle par exemple qu'un prof est moins bien payé que pratiquement dans l'ensemble des pays européens en France. Oui. Il faut rappeler aussi, une infirmière. C'est le cas de nos infirmières aussi. Hein. Mais ça, c'est pas augmenter le SMIC. Ça, c'est faire du cas par cas. Dans des négociations de branche. C'est vrai, mais l'augmentation des salaires de façon générale, malheureusement, va devenir très vite un passage absolument obligé. Il y a eu des augmentations sinon on sera négociées, notamment dans la restauration, à hauteur de 10% l'année dernière. Le SMIC lui-même a été revalorisé d'au moins 6% par la mécanique habituelle de revalorisation, d'indexation du SMIC sur l'inflation. Alors, il a été revalorisé plus que l'inflation. Mais faire une mesure générale sur les salaires, c'est risquer de détruire un certain nombre d'emplois, d'accélérer la boucle inflation. Et donc, il vaut mieux privilégier un certain nombre de mesures ciblées sur les ménages qui en ont le plus besoin pour allier à la fois l'emploi et le pouvoir d'achat. Enfin, je rappelle que le salaire médian dans ce pays est de 2 000 euros. Donc ça concerne quand même beaucoup de salariés qui ont des faibles salaires. Bien sûr. Et ça veut dire aussi que quand on fait un effort, on réfléchit en milliards. C'est-à-dire que ce sont des sommes la conséquence est immédiate et très importante. Il y a 2 millions de salariés. Il est question d'augmenter la prime d'activité de 4%, ça coûte 2,5 milliards. Vous voyez, c'est simple. Merci à tous.